David Tai était un chef de gang impitoyable, totalement dénué de compassion envers les autres. David Tai était un immigré vietnamien. Il s'est installé à New York, il a recueilli des jeunes Vietnamiens sans famille et il les a menés sur le mauvais chemin en les faisant tomber dans la délinquance. Il lui obéissait aveuglément, en commettant des crimes violents dans Chinatown. Homicide, extorsion, braquage. Et David Tai a baptisé son gang Born to Kill. Le gang Born to Kill était un phénomène nouveau sous tout point de vue à Chinatown. Un niveau de violence sans précédent. Ils agissaient en plein jour, devant témoins. Ça n'avait pas vraiment d'importance pour eux. C'était le gang le plus craint à Chinatown, parce qu'il ne respectait aucune règle. David Tai se moquait des gangs existants. Il leur a déclaré la guerre. On allait vers un choc frontal entre les Vietnamiens et les Chinois. C'était un gang incroyablement dangereux. David Tai et son gang étaient incontrôlables. Il fallait absolument les arrêter. Aujourd'hui, dans Les Diables de l'Amérique, David Tai, le parrain de Chinatown. Janvier 1991. À la tête d'une coalition internationale, les États-Unis déclenchent l'opération Tempête du désert contre Saddam Hussein, le dictateur irakien qui a envahi le Koweït. L'armée irakienne n'oppose qu'une faible résistance. Et les forces américaines atteignent la périphérie de Kuwait City en 2 jours seulement. Alors que les GI s'apprêtent à libérer l'émirat des troupes de Saddam Hussein, une guerre d'un autre genre menace d'éclater à New York, dans le quartier de Chinatown. Sen Van Ta avait une bijouterie. C'était l'histoire classique du petit commerçant immigré qui travaillait dur pour essayer de s'en sortir avec sa famille aux États-Unis. Il avait une petite bijouterie. C'était un immigré vietnamien, sa femme aussi. Et comme on a pu le constater au fil des ans, les commerçants sont des cibles faciles. Et il s'était fait braquer plusieurs fois. Le 19 janvier, Sen Van Ta subit à nouveau un vol à main armée. Au moment où il tire le rideau de fer, 2 voitures s'arrêtent brusquement devant la boutique. 2 hommes armés en surgissent et menacent les employés. Après avoir fait main basse sur la caisse ainsi que sur des bijoux, ils tentent de s'enfuir. Mais cette fois, les choses ne se passent pas comme prévu. Les braqueurs sortent de la boutique et grimpent en voiture. Mais un des véhicules crée un accident. La police parvient à arrêter les suspects, qui sont ramenés sur les lieux et identifiés. Sen Van Ta a décidé qu'il en avait assez d'être victime d'extorsion. Et il a collaboré avec la police. Le fait que Sen Van Ta identifie les membres d'un gang, c'est déjà inhabituel en soi. Parce que généralement, les victimes ont peur de parler. On parle d'un gang établi et violent. La police retrouve dans la rue un pistolet et un pistolet mitrailleur Uzi, dont les braqueurs se seraient débarrassés avant d'être arrêtés. Les 4 suspects sont inculpés de vol à main armée. Tous sont déjà connus des services de police, en tant que membres d'un gang appelé Born to Kill, né pour tuer. C'était un groupe de jeunes qui répondaient aux ordres d'un individu. Et ils commettaient des crimes graves. Il y avait des blessés, des morts. Ils posaient des bombes. Ils n'avaient pas de limite. L'homme qui tire les ficelles dans l'ombre est un gangster du nom de David Tai.
David Tai était un immigré vietnamien. Il s'est installé à New York, il a recueilli des jeunes Vietnamiens sans famille et il les a menés sur le mauvais chemin en les faisant tomber dans la délinquance. C'était un manipulateur. David Tai profitait de ces jeunes hommes qui étaient des réfugiés et qui n'avaient pas de famille aux États-Unis. Il les recueillait et demandait en échange une obéissance absolue. Il était plus âgé, il avait la trentaine. Et c'était quelqu'un d'intelligent. Et de charismatique, bien sûr, puisqu'il était à la tête d'un gang qui comptait plus d'une centaine de membres à un moment donné. Il les loge, il leur donne à manger, de l'argent pour acheter des vêtements. Mais en échange, ils doivent travailler dans ces ateliers clandestins pour fabriquer des montres de contrebande. Et ensuite, David Tai force les commerçants de Chinatown à acheter ces montres en les menaçant de mort. David Tai et son gang ne sont pas les premiers à pratiquer l'extorsion. Loin de là. À Chinatown, c'est presque une tradition. Ces immigrants sont à peine descendus du bateau qu'ils ouvrent un petit commerce. Et tout de suite, leur racket commence. Ils sont forcés à payer pour leur protection. C'est-à-dire que quelqu'un vient régulièrement leur demander une somme d'argent, sinon leur boutique va avoir des problèmes. Pendant plusieurs générations, les victimes comme les criminels appartiennent à la communauté chinoise. Les habitants du quartier préféraient éviter de faire intervenir la police. Il y avait des barrières linguistiques et culturelles importantes. Et les gens n'avaient pas vraiment l'impression que la police était là pour les aider. En 1991, le gang Born to Kill vient bousculer l'ordre établi à Chinatown. Ses membres rackettent les commerçants et commettent des vols à main armée. Sen Van Ta est la première victime à identifier des suspects auprès de la police et à dénoncer les activités du gang dans le quartier. David Tai a rendu visite à Sen Van Ta pour lui dire d'arrêter immédiatement de collaborer avec la police. Une ou 2 semaines plus tard, Sen Van Ta a reçu une lettre anonyme contenant des bouts de verre brisés, ce qu'il a interprété comme une menace. Sen Van Ta refuse de continuer à payer pour la protection de sa bijouterie, située à la limite de Chinatown et Little Italy sur Canal Street. Et il maintient sa déposition auprès de la police. David Tai décide de faire tuer Sen Van Ta et il envoie Lan Tran s'en charger. C'est de loin le membre du gang le plus violent. Lan Tran avait été retenu prisonnier dans un camp au Sud-Vietnam, ce qui l'avait rendu légèrement psychotique. Il entre dans la boutique de Sen Van Ta, il lui met un pistolet sur la tempe et il le tue. Sous les yeux de son neveu, qui devait avoir à peu près 9 ans. La femme de Sen Van Ta arrive en courant et il meurt dans ses bras. Le fait est qu'un criminel a pu rentrer dans la bijouterie entre 18h et 19h, avec la foule tout autour. Il a pu s'approcher de Sen Van Ta et lui mettre une balle dans la tête sans que personne ne l'arrête, ce qui montre l'ampleur du problème. Avec cet assassinat, David Tai et le gang Born to Kill veulent faire passer le message dans Chinatown. Mais l'affaire retentit dans tout Manhattan. C'est un tournant dans l'histoire du crime organisé à New York. Parce que si on laisse les criminels tuer des témoins, ça veut dire qu'ils ont gagné. Sen Van Ta n'est pas la première victime de Born to Kill. Mais il est le premier à avoir témoigné auprès de la police. Le gang Born to Kill commettait des crimes violents à Chinatown. Homicides, vols à main armée. Ce que généralement les gangs chinois établis ne faisaient pas.
Certes, le racket existait déjà, le trafic de drogue aussi, mais le gang Born to Kill a augmenté radicalement le niveau de violence subi par la communauté. À Chinatown, le nom de David Tai inspirait déjà la crainte. Mais cette fois, la réputation du gang Born to Kill commence à dépasser les limites du quartier. C'était le gang le plus craint à Chinatown, parce qu'il ne respectait aucune règle. David Tai et son gang étaient incontrôlables. Il fallait absolument les arrêter et les mettre hors d'état de nuire. En juin 1987, le nouveau long métrage de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, sort dans les salles du monde entier. Le film suit le parcours de jeunes Marines, du camp d'entraînement jusqu'au Vietnam, en montrant les conséquences dévastatrices de la guerre. Cette œuvre sans concession va marquer un futur chef de gang arpentant les rues de Chinatown. En 1987, David Tai marche dans la rue et il voit une grande affiche de publicité pour le film Full Metal Jacket. Et sur cette affiche, on voit en gros plan un casque de GI où il est écrit « Born to Kill ». C'est accrocheur. Et ça date de la guerre du Vietnam. À 19 ans, quand on est entouré d'autant d'armes, au milieu de cette folie, on est obligé de se créer un personnage pour pouvoir survivre. Donc un soldat anonyme a créé ce mot d'ordre et ça s'est répandu. C'est ainsi que le cri de guerre des soldats américains dans les rizières est adopté plus de 20 ans plus tard par de jeunes délinquants d'origine vietnamienne à New York. Des criminels qui sont eux-mêmes des enfants de la guerre pour la plupart. Dans les années 70, Saigon est dans une période de transition. Il y a des camps de rééducation où les gens restent très longtemps. Ou alors ils sont torturés et harcelés. Certains enfants sont livrés à eux-mêmes, sans adultes, pour montrer l'exemple. Et c'est beaucoup plus facile de voler ou manipuler que de trouver du travail à 10 ou 12 ans. David Tai est au nombre de ces enfants. Il a 9 ans lorsque les soldats américains débarquent au Vietnam. Son enfance est marquée à jamais par la guerre. Pendant la guerre, David Tai a joué un rôle d'intermédiaire entre les GI et des criminels vietnamiens, parce que ces individus vendaient de l'héroïne et d'autres drogues aux soldats américains. Le père de David Tai est incarcéré dans un camp, mais il réussit à faire en sorte que son fils puisse quitter le pays pour partir aux États-Unis. Après la chute de Saigon, David Tai arrive aux États-Unis à l'âge de 19 ans. À partir de 1975, le gouvernement américain met en place un programme d'accueil et les réfugiés sont envoyés vers des centres d'hébergement. On a accueilli des milliers de personnes, dont des enfants non accompagnés. Et ils passaient par 4 ou 5 foyers d'accueil jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de se débrouiller tout seuls. À son arrivée, David Tai est hébergé dans un foyer d'accueil dans l'Indiana. Et c'était certainement une expérience très difficile. David Tai y reste à peu près 1 an. Et puis il part à New York avec 150 $ en poche. Plus précisément, David Tai trouve refuge dans les 5 km² de Chinatown, le quartier asiatique dans le sud de Manhattan. Chinatown est un microcosme de ce qu'on peut trouver dans n'importe quelle société, n'importe quel pays. C'est-à-dire qu'il y a du bon et du mauvais. La plupart des habitants de Chinatown sont des descendants de Chinois cantonais. Ils ont amené avec eux leurs traditions, leur culture. Il y a des gens très bien, qui travaillent très dur. Et puis, en même temps, on y trouve aussi des prédateurs. À Chinatown, il y a des organisations de bienfaisance qu'on appelle des tongs. Leurs origines remontent au début du XXe siècle. Et leur fonction était d'aider les membres de la communauté chinoise à trouver des logements, des emplois.
En cas de problème, c'est là qu'on pouvait s'adresser. Au départ, les Tongs étaient des sociétés fraternelles. Et puis, avec le temps, ces organisations ont commencé à tirer les ficelles des activités criminelles à Chinatown. Comme la mafia à Little Italy ou les gangs irlandais dans le quartier de Five Points, des gangs chinois règnent sur Chinatown. Les Flying Dragons, les dragons volants, et les Ghost Shadows, les ombres. Héroïne, extorsion, jeu d'argent, prostitution. Ces gangs avaient plusieurs sources de revenus. Les Tongs règlent les conflits entre bandes rivales pour éviter que les conflits internes à Chinatown ne soient portés à l'attention de la police. Globalement, Chinatown était assez calme. Les Tongs agissaient presque comme les vieilles mafias italiennes, avec une sorte de code de l'honneur. Et les choses étaient étouffées. Ils voulaient garder profil bas. Ils ne voulaient pas faire parler d'eux. Les choses ont commencé à changer à Chinatown avec l'arrivée de nouveaux immigrants, surtout vietnamiens. Suite à la chute de Saigon, des milliers de jeunes hommes meurtris par la guerre comme David Tai s'installent à New York, le plus souvent dans le quartier chinois. Au départ, David Tai rejoint un gang chinois, les Flying Dragons. Mais il réalise assez vite qu'en tant que Vietnamien, il ne pourra pas gravir les échelons. Donc il décide de former son propre gang. David Tai a déjà monté sa propre filière pour fabriquer des montres de contrebande et les vendre à la sauvette. Il transforme des montres à bas prix en ajoutant la marque Cartier ou Rolex. Et il les vend 30 $ pièce. Ensuite, il commence à jouer un rôle de bienfaiteur envers d'autres immigrés vietnamiens qui arrivent dans le quartier. Comme il est plus âgé, David Tai commence à organiser ces jeunes. Parce qu'ils ont besoin d'une sorte de cadre. Et il va leur donner. On sait que les jeunes de cet âge prennent exemple sur les adultes qui les entourent. Et si ces personnes disent « Pour faire partie de la famille, tu dois braquer ou assassiner telle personne », alors ils obéissent. Parce qu'ils sont abandonnés et ont désespérément besoin d'appartenir à une famille. David Tai et sa bande de jeunes délinquants se font appeler les Canal Street Boys. Puis en 1987, les choses prennent une tournure bien plus macabre, avec la sortie du film Full Metal Jacket. C'est une transition pour eux. Les Canal Street Boys, ça paraît relativement inoffensif. En revanche, quand on se fait appeler né pour tuer, ça attire l'attention. Plus tard, les autorités ont utilisé l'acronyme BTK pour Born to Kill. Dans les années qui suivent, plusieurs membres de l'ancien gang de David Tai, les Flying Dragons, sont abattus d'une balle dans la tête. Le gang BTK commence à prouver qu'il porte bien son nom. David Tai se moquait des gangs existants et de l'ordre établi. Il leur a déclaré la guerre. En 1985, le réalisateur Michael Cimino présente le film L'année du dragon, avec Mickey Rourke dans le rôle d'un inspecteur de police dur à cuire et vétéran du Vietnam. Dans ce thriller mémorable, le héros affronte les sociétés secrètes régnant au sud de Manhattan, les gangs de Chinatown. 2 ans après la sortie du film, la réalité dépasse la fiction pour un réfugié vietnamien devenu une figure du crime organisé. Son nom est David Tai. En 1987, le gang de David Tai est solidement implanté autour de Canal Street. Canal Street est un quartier de bijoutiers, de la même façon que le commerce des diamants par les juifs hassidiques se concentre dans la 47e rue. Les bijoutiers chinois sont installés sur Canal Street. David Tai et son gang commencent par vendre des montres de contrebande à la sauvette, en semant la terreur parmi les propriétaires de bijouterie. À ce moment-là, ils se font encore appeler les Canal Street Boys. Leurs affaires se concentraient à Canal Street. C'est là que se trouvaient les restaurants qu'ils fréquentaient et les boutiques qu'ils rackettaient ou braquaient.
Ils avaient tous vécu les mêmes expériences. Ils étaient passés par des foyers d'accueil pour se retrouver complètement seuls à peine adultes. Donc, David Tai était irrésistible pour tous ces jeunes. Au sein de la communauté vietnamienne, il adoptait le personnage de l'oncle, un peu comme Oncle Benny chez les Chinois. Oncle Benny, également connu sous le nom de Oncle Seven, s'appelle en réalité Benny Hong, chef suprême du Hip Sing Tong. Il règne sur Chinatown. Dans les années 80 et 90, Oncle Benny était en quelque sorte le parrain de Chinatown. Pour les immigrants chinois installés à New York, Oncle Benny fait figure de dernier recours en cas de problème. David Tai offre la même sécurité aux nouveaux arrivants, de jeunes Vietnamiens qui ont survécu à la guerre comme lui. Il leur disait, à part moi, personne ne s'occupera de vous. Personne ne va vous loger, vous nourrir et vous donner un peu d'argent. Il était très fort. Tel un mauvais génie, David Tai entraîne des dizaines de jeunes vulnérables sur le chemin de la délinquance. En 1989, le chef de gang convoque ses troupes à l'extérieur de Chinatown pour une fois. Son objectif, donner un nouveau départ à sa petite entreprise de criminalité organisée. David Tai organise une réunion dans un restaurant au sud de Manhattan. Il convoque tous les membres de son gang pour leur faire signer un contrat. Et il y a 3 clauses principales. Premièrement, ils s'engagent tous à ne pas collaborer avec la police. Deuxièmement, ils acceptent le nom Born to Kill. Et troisièmement, David Tai sera le chef suprême du gang Born to Kill. Tous les participants à la réunion doivent signer. C'est comme ça qu'est né le gang Born to Kill. Les 3 lettres BTK pour Born to Kill vont très vite devenir synonymes de terreur à Canal Street. Le gang se montre de plus en plus audacieux. Les commerçants de Canal Street sont approchés par des adolescents de 17 ou 18 ans qui veulent leur dicter leur conduite, quelles marchandises vendre, auprès de qui se fournir, et en cas de refus d'obéir, il y a des représailles. David Tai s'installe sur Canal Street et déborde très vite sur le territoire chinois. Il y avait beaucoup d'angoisse dans la communauté. David Tai ne reculait devant rien, à tel point que ça rappelait les gangs des années 1910. Avec des hommes de main qui pénètrent dans les boutiques pour racketter les commerçants et ceux qui refusent d'obéir sont abattus. C'était nouveau à Chinatown. David Tai devient une figure du milieu presque du jour au lendemain. Il noue une alliance avec la mafia italienne et envoie ses hommes de main commettre des crimes à l'extérieur du quartier afin d'alimenter les caisses du gang. Homicide, extorsion, braquage. Et pas seulement à Manhattan. Le gang Born to Kill agit aussi dans le Queens, à Brooklyn, Staten Island, sur toute la côte Est. Ils sont insaisissables. Le gang est actif à New York, mais en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, on les retrouve aussi à Boston, Montréal, Québec et Toronto. Le gang se concentre sur les communautés vietnamiennes, notamment dans les villes disposant de programmes d'accueil pour réfugiés. Il y avait des centres d'accueil dans des villes comme Fairfax en Virginie, mais aussi en Géorgie, au Texas, en Californie du Sud. Une voiture et quelques pistolets, ça leur suffit pour ramener de l'argent. Le gang avait de gros revenus. Selon ses déclarations, David Tai a gagné environ 13 millions de dollars en un an. David Tai choisit ses victimes aussi soigneusement que ses hommes de main. Le chef de gang s'en prend à des immigrés comme lui. Les commerçants ne faisaient pas confiance à la police. Et le gang a su en tirer parti. C'est le secret de leur succès. Ils s'en prenaient à des gens dont ils savaient très bien qu'ils ne feraient pas intervenir les autorités. Les victimes ne voulaient pas attirer l'attention parce que leurs papiers n'étaient pas toujours en règle. C'est pour cela que le gang Born to Kill a pu continuer d'opérer aussi longtemps.
Le plus incroyable, c'est que David Tai ne semblait pas avoir conscience du fait que le crime organisé existait avant lui et qu'il n'avait rien inventé. Il y avait des systèmes déjà en place dans les communautés où il tentait de s'implanter. David Tai n'avait quasiment aucun respect envers les individus qui occupaient la place depuis plus longtemps que lui. Et d'ailleurs, il leur a plus ou moins déclaré la guerre. C'était quelque chose de très inhabituel. Born to Kill a fini par diviser la communauté parce que certaines victimes ont demandé de l'aide aux Tonks. Poussés à bout par la violence, des membres de la communauté chinoise demandent à leur propre gros bras d'intervenir. Et à Chinatown, il n'y a qu'une seule personne vers laquelle se tourner. Benny Hong. Benny Hong était un chef établi à Chinatown. Et le fait même qu'il entre en contact avec David Tai pour lui proposer une rencontre, c'était déjà considéré comme assez flatteur. Cependant, David Tai ignore l'invitation du chef de gang chinois. David Tai a refusé de le voir, ce qui a été considéré comme une insulte. David Tai l'a snobé. Et c'était une grosse erreur. Les représailles ne tardent pas. Quelques jours plus tard, le bras droit de David Tai est abattu. Vinh Vu, 20 ans, essuie les tirs des occupants d'une voiture dans Canal Street. On allait vers un choc frontal entre les Vietnamiens et les Chinois. C'était comme une guerre des gangs. En 2008, le film Flashpoint sort dans les salles obscures à Hong Kong. Ce thriller a pour héros un sergent de police et son partenaire qui infiltrent un dangereux gang vietnamien. La violence du film est à l'image des affrontements qui ont ensanglanté New York 10 ans plus tôt. Le gang Born to Kill était un phénomène nouveau sous tout point de vue à Chinatown. Leur mode de fonctionnement était totalement différent des gangs chinois. Le gang de jeunes Vietnamiens mené par David Tai prend une place croissante à Chinatown. Mais à partir de 1990, la vieille garde de la mafia chinoise décide de réagir. Benny Hong est le chef suprême à Chinatown. Et il doit faire en sorte que la violence diminue, parce que c'est mauvais pour les affaires. Oncle Benny invite David Tai à s'asseoir autour d'une table pour négocier. Le refus de celui-ci va déclencher un incroyable enchaînement d'événements. Le bras droit de David Tai, Vinh Vu, est exécuté sommairement. Il est tué devant un salon de massage. Vinh Vu était surnommé Amigo. C'était un des chefs de Born to Kill et il était très apprécié au sein du gang. Le meurtre de Vinh Vu, c'était un message. Ceux qui me marchent sur les pieds le paient de leur vie. Cependant, la réaction du gang Born to Kill va prendre même Benny Hong par surprise. Des Vietnamiens sont venus de tout le pays pour assister à l'enterrement. Et ils ont fait une procession dans Chinatown avec une banderole où il était écrit « Canal Boys, BTK ». C'était leur façon de narguer les autres gangs et les autorités. C'était très audacieux de leur part. La provocation ne passe pas inaperçue auprès des gangs rivaux à Chinatown. Au milieu de la cérémonie, deux individus s'approchent de la procession, avec des fleurs à la main. Et lorsqu'ils arrivent assez près, ils sortent des fusils mitrailleurs. Un déluge de plomb s'abat sur la foule. C'est le chaos dans le cimetière. Des gens sautent dans la tombe pour s'abriter, sur le cercueil de Vinh Vu. Ils ont tiré dans tous les sens. Pas de quartier. 5 personnes sont blessées, mais par miracle, aucun mort n'est à déplorer.
C'était un acte extrêmement choquant. Ça attire l'attention des autorités, parce que la situation devient vraiment incontrôlable. Quatre hommes vont alors unir leurs forces pour mettre un terme aux agissements de David Tai et son gang. Deux inspecteurs de la brigade criminelle de New York, Alexander Sabo et William Oldham, vont collaborer avec deux agents du bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, Don Teasdale et Dan Kumor. On a mené une enquête conjointe en partageant nos ressources et nos informations. Les quatre inspecteurs installent leur QG dans le sud de Manhattan, à proximité directe de Chinatown. Une des premières choses qu'on a comprises, c'est que ce serait une bonne idée d'avoir dans l'équipe un agent ou un officier de police qui parle vietnamien. En Californie, le bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs compte justement dans ses rangs un jeune agent d'origine vietnamienne, Albert Trinh. Ce qui est drôle, c'est qu'à son arrivée, j'ai réalisé qu'il n'était pas armé. Je lui ai demandé pourquoi, et il a dit qu'il n'avait pas encore terminé sa formation. Il n'arrivait pas à comprendre comment des réfugiés pouvaient faire des choses pareilles. Une fois l'équipe assemblée, l'enquête va rapidement progresser. Un jour, j'apprends qu'un jeune Vietnamien a été arrêté à Brooklyn pour 3 vols à main armée. Donc, je file au commissariat de Brooklyn. Et d'une façon ou d'une autre, je réussis à le faire libérer sous caution dans le système fédéral. Tin No, jeune délinquant d'origine vietnamienne, risque une lourde condamnation. Il accepte donc de collaborer avec la police en échange d'une réduction de peine. Il n'avait pas ouvert le feu, ni commis de violence. Donc, je pensais que ça valait la peine de prendre le risque. On l'a logé à l'hôtel, on l'a briefé, on lui a donné un beeper. Et puis on l'a envoyé dans le vaste monde. Les policiers comptent sur le jeune homme pour les informer des moindres faits et gestes de David Tai. Mais pendant 3 jours, ils n'ont plus aucune nouvelle. Le conseil que je donne à tous les inspecteurs, c'est de ne jamais oublier que les indicateurs sont des criminels. Un point, c'est tout. Donc au départ, je ne lui fais pas du tout confiance. En fin de compte, c'est pourtant Tin No qui fournira les éléments les plus probants. On est bien tombé. Et on a commencé à former des liens. Comme la plupart des indicateurs, Tin No n'avait pas été formé aux missions clandestines. Mais il a fourni beaucoup d'informations. L'indicateur nous a dit que le gang allait braquer un entrepôt de montres de contrebande et que des types de la mafia italienne allaient se faire passer pour des policiers avec de faux mandats de perquisition. Pendant ce temps-là, le gang Born to Kill devait tout rafler. Donc on a dû mettre au point des ruses pour les empêcher de commettre ces crimes, tout en faisant en sorte que l'enquête continue. Il fallait éviter que notre indicateur soit mis en danger et empêcher le gang de mettre ses plans à exécution. Afin de décourager le gang, des voitures de police sont postées devant l'entrepôt. Puis les inspecteurs équipent Tin No d'un micro. C'était un risque énorme. Il l'aurait tué sans hésiter. Et lui, il le savait. L'indicateur rapporte des enregistrements de conversations en vietnamien entre David Tai et d'autres gangsters. L'agent Trinh fournit alors une traduction des propos échangés. Albert a fourni les éléments culturels qui nous manquaient pour bien comprendre nos sources. Il confirmait le contenu exact des conversations et comme ça, on n'était pas obligé de se fier aveuglément à l'indicateur. À l'été 1991, la violence monte encore d'un cran à Chinatown. Un touriste du Maryland, âgé de 26 ans et sur le point de se marier, reçoit une balle perdue en pleine tête. L'homme meurt sur le coup. Peu de temps après, le gang Born to Kill fait sauter une bombe dans un restaurant, probablement à la suite d'une tentative d'extorsion. On a décidé que ça allait trop loin et qu'il était temps de mettre un terme à cette enquête.
Le 3 août 1991, l'indicateur enregistre une conversation au contenu explosif. Albert Trine nous appelle pour dire qu'ils vont poser une bombe. Et là, on se dit, c'est notre faute, on a trop attendu. On lui demande d'essayer d'avoir plus d'informations, mais il ne peut rien faire pour gagner du temps. Il n'y a pas une minute à perdre. Il dit qu'ils ont reçu l'ordre d'aller mettre une bombe dans un restaurant à Chinatown. On a le signalement des individus et de leur voiture, mais en fait, on n'en sait pas plus. Au moment où on arrive à Chinatown, je tourne la tête et je vois la voiture. Les agents se garent près du restaurant visé et s'élancent à pied. Je cours dans la rue et par chance, je repère 2 membres du gang avec des cigarettes à la main. Donc je les arrête en disant que je suis agent fédéral et qu'ils correspondent au signalement d'individus recherchés. Et puis j'ajoute, au fait, il y a quoi dans ce sac? Le sac contient des preuves. Le début de la fin pour David Tai et son gang. Tôt dans la matinée du 12 août 1991, on perquisitionne le domicile de David Tai avec un mandat fédéral. Il habite à Melville, dans l'État de New York, sur Long Island. Agents fédéraux et policiers investissent les lieux. Ils trouvent David Tai au lit avec sa femme. Il est debout à côté du lit, elle est toujours couchée. Et il commence à se baisser comme ça. Je lui dis, ne fais pas ça, David. Finalement, il se redresse et je lui passe les menottes. Juste par curiosité, je m'avance pour voir et je trouve un 9 mm. Le pistolet semi-automatique n'est pas le seul élément à charge retrouvé sur les lieux. On a saisi des pièces de montres de contrebande qui avaient pas mal de valeur. Et en plus de ça, on a aussi trouvé du matériel pour fabriquer des bombes. C'était un gang incroyablement dangereux, qu'il fallait mettre hors d'état de nuire. Donc la décision a été prise d'inculper David Tai et ses complices d'extorsion. Les autorités fédérales mettent en examen David Tai et plus de 20 membres du gang en s'appuyant sur la loi RICO, la législation anti-mafia spécialement conçue pour combattre le crime organisé. Selon cette loi, c'est un acte criminel d'appartenir à un gang, c'est-à-dire à un groupe d'individus qui commettent des crimes et délits en bande organisée. Par exemple, des vols à main armée, des meurtres, des extorsions de fonds, etc. Cette législation nous permettait de regrouper toutes leurs activités criminelles dans une seule procédure. C'était une affaire parfaitement adaptée à la loi RICO. Le procureur a des preuves confondantes à présenter, notamment la propre voix de David Tai, enregistrée à son insu par Tin No. Dans le cadre de sa collaboration avec la police, le jeune membre du gang avait accepté de dissimuler un micro sous ses vêtements. Les enregistrements ont joué un rôle crucial, parce que David Tai n'était jamais présent lorsque ces activités criminelles avaient lieu. Après la mise en détention de David Tai, de nombreux membres du gang acceptent de collaborer. Ils témoignent contre leur chef en échange d'une réduction de peine. Lorsque le procès commence en janvier 1992, il ne reste que 7 personnes dans le box des accusés. David Tai et 6 complices. Tous plaident non coupables. David Tai était extrêmement calme. Pendant tout le procès, il est resté imperturbable. Les avocats sont là pour ça. Allez chez le coiffeur, rasez-vous, et on essaye de ressembler à un enfant de cœur. Autant que possible. Le procureur se concentre sur une période d'1 an environ, entre août 1990 et août 1991. Le gang Born to Kill est accusé de 12 vols à main armée, 3 meurtres ou tentatives de meurtre, ainsi que d'innombrables extorsions et infractions à la législation sur les armes à feu.
Les services balistiques ont fait un travail fantastique. On avait la bombe qui devait être posée dans ce restaurant de Chinatown. Et les experts ont pu faire le lien avec le matériel retrouvé chez David Tai. Ils ont même reconstitué une bombe. C'était incroyable. En plus des éléments balistiques, le procureur peut s'appuyer sur les enregistrements réalisés par Tin No. Sur un des enregistrements, on entendait David Tai donner des instructions aux membres du gang. Il expliquait en quoi leur comportement était satisfaisant et comment les choses allaient se passer à l'avenir. Les membres du jury ont pu associer la voix à un visage, en voyant que ce qui était dit sur ces enregistrements avait mené à des actes. Ses propres mots l'ont trahi. C'était difficile de nier. Les voix des victimes se font entendre elles aussi. Parmi les moments qui m'ont marqué, il y a le témoignage du neveu de Sen Vanta. Sen Vanta, jeune propriétaire de bijouterie, avait été le premier à identifier les membres du gang auprès de la police. Au sein de la communauté asiatique, tout le monde savait que Sen Vanta avait été assassiné parce qu'il collaborait avec la police. Son neveu était très jeune, à tel point qu'on a dû lui faire prêter serment différemment d'un adulte. Il fallait montrer que l'enfant comprenait l'importance de son témoignage et qu'il devait dire la vérité. Son témoignage était captivant. Il était le seul témoin du meurtre de son oncle. Le témoignage du jeune garçon ne semble guère émouvoir David Tai. Il n'avait pas l'air très intéressé. Et il ne montrait pas beaucoup d'émotion. Le 30 mars 1992, le jury termine de délibérer. Les chefs d'inculpation contre David Tai et les 6 autres accusés sont énumérés les uns après les autres. Et à chaque fois, le même mot résonne à travers la salle. Coupable. Coupable, coupable, coupable. J'écoutais ce mot répété encore et encore. C'était un des grands moments de ma carrière. Dans le public, il y avait les familles des victimes, bien sûr. Les gens s'embrassaient, ils étaient heureux. Certains se levaient, ils le montraient du doigt. Il avait perdu tout son pouvoir. Quand on juge un trafiquant de drogue, on ne fait pas témoigner les toxicomanes empoisonnés par leurs marchandises. Mais là, c'était tout à fait différent. Les victimes avaient participé au processus pour faire condamner cet individu. Donc, c'était exceptionnel. David Tai est condamné à 2 peines d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le gang Born to Kill rassemblait des jeunes réfugiés, dont la plupart n'avaient pas de parents. Ils ont souffert pendant la guerre, ensuite dans les camps. Et finalement, ils ont souffert aussi aux États-Unis à cause de David Tai. Il est toujours en détention. Et il doit savoir qu'il m'aura